connaît pas toutes les organisations, toutes les entreprises et tout ça. Puis on soumet puis des fois, on vit des belles expériences, mais des fois, on est vraiment déçus. Mais en s'impliquant de façon bénévole, on peut découvrir vraiment plein de choses. Faire des rencontres, apprendre des autres, se sentir utile, développer mon leadership, développement personnel. Bien, tous ces éléments. Là, vous voyez, ça vient de vous. Ce n'est pas des menteries. C'est vraiment l'essentiel. Puis on devrait vraiment puiser de toutes ces idées-là pour penser à nos stratégies. Et si vous faites le même exercice au sein de votre organisation, les membres du conseil d'administration ou les membres de l'équipe de travail, quand vous pensez ouvrir un nouveau poste, c'est beau d'avoir une belle description de tâche, mais le petit texte qui va être l'hameçon, qui va accrocher le regard des gens, qui va motiver les gens à lire la description de tâche puis de dire hey, c'est vraiment là que je vais aller appliquer, c'est vraiment là que j'ai le goût d'aller travailler. Bien, quelque part, vous pourriez avoir tous les éléments au sein même de votre discussion au sein de votre organisation. Et maintenant, puis là, on va prendre après ça un petit bout où est-ce que moi, je vais vous présenter plein d'affaires, mais j'aimerais ça savoir dans votre contexte maintenant, quel que soit votre rôle, c'est quoi le plus grand défi quand on parle de gestion des ressources humaines, qu'elles soient bénévoles ou rémunérées? Mais là, je rajoute un petit complément en temps de pandémie. Parce qu'on peut trouver plein de ressources qui étaient déjà publiées avant la pandémie, plein de trucs, plein de grilles, plein de formulaires, de tout ça. Puis ils sont bons, mais il nous manque des fois les 4-5 questions de plus ou les 3-4 stratégies de plus parce qu'on a une nouvelle réalité qui est le COVID, puis qui a brisé notre logique de se voir, de se serrer dans les bras, de sentir réellement plein de choses. Puis oui, l'absence de rencontres en personne, hein, on commence tout à avoir un peu l'écœurite aiguë des Zooms de ce monde et des autres plateformes. Ça nous manque ce contact-là humain parce que toute la logique de notre travail se concentre à répondre aux besoins d'humains, à mobiliser des humains, à vouloir changer quelque chose dans la société. Ce n'est pas dénaturé du côté humain. Ah, puis là, vous voyez, chaque bulle, ben, chaque petit carré, ce n'est pas des bulles, il faudrait quasiment se partager. Juste ça, on pourrait faire 1 heure de remue-ménage. Puis Alice, je te lance l'appareil parce que pas tout de suite, là, mais ça pourrait être un vrai espace qu'un atelier pourrait faire, de dire on va se créer des espaces pour vraiment nommer les pratiques qu'on a mis en place en temps de pandémie, puis comment on pourrait se les partager entre les uns et les autres. Il y en a vraiment qui ont réussi à quand même garder le côté humain des choses en faisant tout en respectant la distanciation. Mais puis moi, j'entends des choses ici et là, puis il y a des gens des fois qui m'envoient des ressources, mais c'est pas partagé parce qu'on est tellement occupé dans le quotidien. Puis là, Alice, elle a écrit super bonne idée, donc on pourrait vraiment ah, je ne savais même pas que je pouvais dérouler ça vers le bas. Merci. Et oui, le stress et l'anxiété. Puis je ne sais pas si vous le sentez autant dernièrement. Déjà, sans pandémie, puis vous allez voir tout à l'heure dans certains indicateurs, si on ne trouvait pas une façon de valoriser les talents des gens, de les célébrer de temps en temps et de leur dire merci, il y a un pourcentage Oui, J'ai reçu il y a une question de Danielle. Elle vous demandait que faire quand nos employés vivent des difficultés personnelles, comme pendant la pandémie, mais nous avons toujours besoin qu'ils/elles soient productifs, sinon le travail retombe sur nous et nous ne pouvons pas tout faire seuls. Bien, c'est une bonne question, Daniel. Puis présentement, je travaille dans 2 organisations où est-ce qu'il y a, parce que là, les gens, ils ont souvent des enfants. Des fois, il y a des cas de pandémie, de déclaration de COVID, possiblement que les enfants sont infectés, le monde s'en va en quarantaine, les employés doivent retourner chez eux. Les organisations avec lesquelles j'ai travaillé présentement, on a créé des espaces vraiment pour que tous les employés se parlent et qu'on s'entende de quel était le dosage au niveau du télétravail, que la personne peut quand même se retrouver en temps de pandémie à réellement travailler chez elle, puis tout en étant utile pour l'organisation. C'est sûr qu'il va falloir peut-être étirer notre échéancier, repousser certaines choses. Tu sais, il y a beaucoup de bailleurs de fonds qui avaient permis qu'au printemps, on repousse des choses à l'automne. Mais à un moment donné, à l'automne, c'est tout arrivé en même temps et la surcharge est arrivée. Puis le pire, la fatigue de tous les mois de la pandémie. Puis là, on commence à avoir de plus en plus de cas. Donc, les parents ou les collègues ont à rester chez eux parce qu'il y a un membre de la famille qui est peut-être en attente de résultats de test. Moi, je vous dirais, c'est de prendre le temps de vous parler et d'ajuster vos pratiques de travail collectif. Et si, pour éviter, exemple, toi, tu es directrice générale, que tout te revient sur tes épaules.
Ça veut dire d'informer son conseil d'administration que l'échéancier va peut-être être révisé, puis en voici un nouveau. Ça veut dire aussi que peut-être qu'il y aurait des tâches, parce qu'il y a du dans le télétravail. Moi, ce que je découvre dans certaines équipes, il y a du monde qui n'avait pas ces tâches-là dans le présentiel, mais qui sont très, très, très bons en mode virtuel, en travaillant de chez eux, puis en étant plus concentrés. Donc, j'ai même vu dans des équipes de bouger les tâches selon la capacité, l'intérêt, le temps que les gens peuvent travailler entre deux activités qu'il faut qu'ils fassent avec leurs enfants s'ils sont à la maison. Mais il faut vraiment, Daniel, moi, ça revient à la communication, puis de vous donner un nouveau plan d'action plus réaliste, de la décaler dans le temps. Puis moi, j'ai vu plusieurs organisations parler à leurs bailleurs de fonds et négocier soit des ajustements dans le projet en cours, donc diminuer un peu les livrables, les résultats qu'on devait présenter et tirer la période pour reconnaître qu'on peut avoir besoin d'un peu plus de temps. Dans les 2 organisations que j'ai eu à faire de l'accompagnement dernièrement, en créant cet espace-là, les ajustements peuvent être faits nécessaires. Puis honnêtement, je n'ai pas pu appliquer la recette d'un à l'autre. Ce n'est pas le même monde, ce n'est pas le même contexte, ce n'est pas le même genre de projet. Un était urbain, l'autre était rural, un peu plus de monde, un peu moins de monde. Mais s'il avait gardé le même rythme, je peux te dire une chose, sans doute que la DG, c'est elle qui aurait foncé dans le mur plus rapidement que les autres membres de l'équipe au niveau d'une fatigue extrême. Donc, puis comme je vous le dis, quand on va vous envoyer, il y a quelqu'un qui a dit qu'elle aime bien ça, le côté interactif. Donc, c'est intéressant quand vous participez comme ça. Il y a 21 réponses sur 42 participants, mais vous allez pouvoir vous référer à ces réponses-là. Puis Alice, si jamais d'ici la fin du webinaire, tu as une idée de génie sur comment on peut convoquer les gens, peut-être une communauté d'apprentissage ou de partage de pratiques. Moi, je serais partante à l'animer bénévolement, mais il faudrait que les gens amènent leurs ressources puis qu'on puisse réellement, concrètement, échanger des vraies pratiques là, de comment on peut gérer dans différentes situations. Donc, ça nous oblige en télétravail, puis là, il y a du monde qui ont commencé à écrire là-dedans, à devenir des télégestionnaires. Puis ça va nous demander, entre autres, d'adapter notre style de leadership. Parce que souvent, quand on est dans le même espace, on voit, on sent, on croise nos collègues. Il y a des choses qu'on peut prendre pour acquis parce qu'on voit vraiment les dynamiques. La seule chose, c'est qu'à distance, moi, j'ai vu du monde commencer à avoir des doutes. Est-ce qu'ils travaillent? Est-ce qu'ils travaillent? Bien là, voyons, est-ce qu'ils travaillent? Vous ne vous donnez pas une réunion par semaine? Vous ne faites pas un petit plan de match? Vous ne faites pas des petits suivis? Est-ce que, tu sais, comme à quelque part, c'est juste d'une réunion à l'autre que tu entends parler de la personne. Peut-être que oui, tu vas avoir ce doute-là. Donc, quels sont les mécanismes de communication et de gestion de notre temps qu'on devra mettre en place pour maintenir ce climat de confiance-là qu'on a automatiquement quand on est dans le même espace de travail? Puis là, Amaya, je vais faire un petit bout, tu gardes la question, puis quand je vais prendre un long respire, je vais y aller parce qu'elle est longue, puis je vais te laisser la digérer avant. Maya, ça te va? Super. Capacité de gérer autrement avec les technologies. Donc, si on est le leader de notre organisation, puis leader, c'est autant la personne à la présidence au niveau du conseil d'administration que la personne à la direction générale. Je ne vous dis pas qu'il faut maîtriser toutes les technologies, mais c'est quand même très intéressant de se familiariser avec certaines composantes. Je vais donner l'exemple d'Alice. Puis Alice, si tu as le goût de parler, là, tu peux allumer ton micro, mais moi, je t'ai vu au tout début de la pandémie à te poser la question, comment on pourrait animer ça? Tu veux-tu en parler? Et maintenant, à quel point tu es devenue experte de plusieurs techniques parce que tu as créé des espaces au sein de ton équipe de travail et tout le monde s'est formé. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir le poids sur tes épaules de tout savoir en technologie. À un moment donné, il y a du monde qui pédale un peu plus vite pour différentes raisons. Même pas une question d'intelligence, c'est une affinité, une facilité et tout ça. Puis, dans notre équipe, à ce moment-là, quand on va entendre ces choses-là, on se donne la possibilité de mieux se servir des technologies pour qu'on ne soit pas dépendant des technologies, mais que ça devienne un outil de travail. Le crayon a changé de forme. Le téléphone, le cellulaire a changé de forme. Puis, il faut vraiment, ces technologies-là, c'est s'approprier. Aptitude à fixer des objectifs clairs. Daniel, ça rejoint à ce que je te disais tout à l'heure. Les revoir, nos objectifs, les décaler dans le temps, c'est nécessaire. De trouver toujours, c'est plus facile de tomber dans un mood négatif que de rester des fois dans une aptitude ou dans une attitude positive face au travail. Donc, vous voyez, je ne dirais pas tout autour, mais encourager les... Là, c'est le temps plus que jamais. Si on était dans un climat de travail où on avait de la misère à déléguer, il va falloir se donner des trucs pour nous développer notre confiance dans l'autonomie qu'on a le goût de développer chez les personnes avec qui on travaille ou avec qui on fait du bénévolat.
puis de faire confiance. Là, je suis en train de faire du coaching avec 2 présidentes. Ils ne sont pas capables de laisser aller. Ils délèguent, mais ils font quand même. Donc là, ça fait 2 personnes qui se pilent sur les orteils à distance à faire des choses. Donc, ce n'est pas efficace, mais ils sont en train d'apprendre. Ils sont en train... Puis l'affaire, c'est qu'on facilite des conversations parce qu'ils apprennent, ils en parlent et ensemble, ils peuvent trouver aussi des solutions. Donc, j'ai mentionné la confiance. Et à la fin, flexibilité, sensibilité, tact. Tu sais, le petit texte là, qu'on écrit plus facilement maintenant, peut-être qu'avant, on aurait écrit un courriel plus grand ou on aurait arrêté à la porte de notre collègue ou au coin du bureau de notre collègue pour lui dire 2 phrases, puis ça leur été encore plus amical. Le petit texte, là, short and sweet, très direct, même un peu bête. On ne le sait pas quand on l'écrit, mais quand la personne elle lit, c'est un peu bête. Ça fait juste un geste comme ça, juste un petit message comme ça peut créer une dynamique vraiment particulière. Les éléments qui sont présentés là, ça vient de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés du Québec. Ce n'était pas écrit du Québec, moi je le rajoute là, parce que ce n'est pas dans le nom, mais ils ont vraiment essayé de voir qu'est-ce qu'on retrouve dans les compétences, ceux qui réussissent à vraiment gérer ce mode-là d'être passé du travail en présentiel au télétravail. Puis là, on commençait à développer les compétences qu'on devrait développer pour bien jouer. Au niveau des bénévoles, la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que nos organisations pourraient réaliser leur programmation sans bénévoles? Bien, quand on est une grosse équipe, le réflexe souvent, c'est de dire, ben oui, on serait capable de le faire, on a toute une grosse gang, on va se partager les choses. Alice, elle écrit non, moi je viens de ton école, je trouve que notre enracinement dans la communauté, c'est parce qu'on a des bénévoles. Si on regarde Imagine Canada, si vous ne connaissez pas ce site-là, je vous invite fortement à aller l'aimer de un et adhérer à leur infolette. Je ne vous dis pas que 100% tout le temps, toute l'information est en français, ils se rattrapent. Tu sais, 1 mois, 2 mois, 3 mois plus tard, le rapport est souvent produit en français, mais il y a beaucoup d'informations dans les 2 langues sur le site. Puis c'est un francophone qui est directeur général. On estime à 55% des organismes sans but lucratif et des organismes de bienfaisance sont entièrement gérés par des bénévoles. Donc, c'est sûr que si on a 3, 4, 5, 6 employés au sein de notre équipe, ou 35 ou 45, ce n'est pas dans notre réalité. Mais quand on regarde l'ensemble du mouvement associatif de nos organisations, dites-vous que 55% d'entre elles n'existeraient pas, elles ne feraient pas leur travail fondamental si les bénévoles n'étaient pas impliqués. Et très souvent, dans ces organisations-là, on a des outils qu'on s'est développés par notre pratique. Puis quand on vit une crise, on n'a peut-être pas toutes les façons de les gérer. Donc, il commence à avoir du renforcement. Ceci dit, le mot... Ah, oui, Alice? Juste une question. On a comme 2 personnes qui ont donné un peu des longs témoignages, longues questions à Maya. Elle peut te les résumer maintenant ou à un autre moment qui est mieux pour toi. Ah non, allez-y, allez-y. Allez-y. Bien, ça serait le fun qu'elle le dise à voix haute. Marie-Dominique, tu voudrais activer ton micro, s'il te plaît? Oui, je vais mettre ma caméra aussi. Bonjour. Oui, ça serait le fun, ça. Je pense qu'il y a un petit cri du cœur aussi. J'imagine on est plusieurs peut-être à avoir à gérer des problèmes là, en ce moment. Moi, je fais partie du conseil d'administration d'une petite organisation. Là. En ce moment, il y a juste un employé. Qui est récemment arrivé au Québec. C'est sa première expérience de travail en français. C'est le coordonnateur. Puis, donc là, nous, en fait, c'est ça, il est arrivé 2 semaines avant le début de la pandémie, au mois de mars. Il n'a presque pas rencontré l'autre personne qui était qui était en poste intérimaire avant lui. On a, en fait, depuis le mois de mars, on est en constant... on essaie d'éteindre les feux, on est tout le temps en réaction. On n'a pas de vision, je pense, commune non plus, les membres du CA qui dirigent en ce moment, c'est ça, l'organisation. On n'a pas fait de journée de planification stratégique. On a des rencontres du CA des fois qui sont purement informatives, pas décisionnelles. En tout cas, moi, je trouve qu'on a vraiment un problème, c'est ça. Il y a les problèmes aussi propres, je pense, à la mission du CA, peut-être une mauvaise compréhension, en tout cas, viennent aussi percoler sur les employés. Les employés, on se rend compte qu'ils ne font pas leur travail, puis ça nous retombe aussi sur nous, ça crée de la frustration, l'épuisement. Puis pourtant, c'est ça, moi, je
j'ai proposé qu'on aille chercher des ressources extérieures, puis ça n'a pas été relevé. Je pense que les gens du CA, ils veulent juste comme arriver à l'AG puis partir. Puis, mais on n'a pas de relève pour l'AG qui est dans 2 semaines, puis qui va être repoussé. Mais bon, puis il commence à avoir des critiques sur le coordonnateur. Puis tout ça se fait justement sans être jamais rencontré en personne comme équipe. Donc, c'est tout sur Zoom. Puis, moi, c'est ça. Bon, ma question, finalement, c'est est-ce qu'il y a... Bon, je sais qu'il y a justement des gens qui font du coaching, de l'accompagnement, mais est-ce qu'il y a des ressources peut-être avant d'en arriver là, parce qu'il faut avoir peut-être un consensus, mais est-ce qu'il y a des ressources électroniques qui pourraient aider, nous accompagner là-dedans? Donc, c'est un peu ça la question, là. Moi, je peux dire, merci, ma chère Marie-Dominique. Ceci dit, c'est drôle surtout quand on n'a pas de planning stratégique, on ne peut pas se référer sur un document qui, dans le fond, qu'il faudrait peut-être même pas respecter parce qu'on est dans un mode tellement différent qu'on n'aurait peut-être pas la capacité d'atteindre nos cibles. Ceci dit, moi, j'ai eu 2 mandats au printemps de faire des plannings stratégiques avec des organismes en début de pandémie, puis dès le départ, quand on a fait l'état des lieux, parce que les autres aussi se disaient, hey, écoute, là, ça fait déjà presque 1 an qu'on roule sur la vieille, on veut faire autre chose, le CA est un peu déçu, puis tu sais, où est-ce qu'on va? Puis là, la pandémie leur saute dessus, puis on dit, on n'a pas le choix de faire quelque chose, mais ce que j'ai remarqué, puis j'ai lu beaucoup aussi par la suite, autant dans ce contexte-là, puis les autres accompagnements que j'ai faits cet été, les gens ne sont pas dans le mood de faire une planif stratégique puis se poser la question de qu'est-ce qui va se passer dans 3 ans puis 5 ans. Prends tout. C'est bien rare. En tout cas, je n'en ai pas trouvé, moi, pendant l'été, puis même jusqu'à dernièrement. Mais de faire un genre de plan d'action qui va être stratégique, qui va vraiment se poser des questions en fonction des ressources, de l'état d'esprit, l'état de santé de nos bénévoles puis de nos employés. Qu'est-ce qu'on peut faire qui va nous faire sentir qu'on avance? Puis, on a quand même, dans l'organisation que je te parle, c'était à Sudbury, on a quand même nommé une petite vision, mais court terme. Tu sais? C'est pas juste une mission, c'est pas juste des objectifs, mais de dire d'ici 1 an ou 2 ans, il faudra au moins être rendu là. Puis on l'a nommé sans la mettre dans du ciment, là, parce qu'on s'est dit, il y a trop d'impondérables, il y a trop de variables autour de nous qui peuvent nous influencer, mais les gens, il y a plusieurs personnes qui avaient besoin de nommer cette cible-là, puis surtout les jeunes employés dans l'équipe. Les autres disaient, mais écoute, c'est bien le fun, là, mais je connais ma tâche peut-être, mais on va où? Est-ce que c'est utile ce que je fais par rapport à l'ensemble de l'organisation? Ça, il y avait ça. Le CA a été impliqué dans le coup aussi. Étant donné qu'il fallait faire un plan de courte durée, il y a un bout de travail qui s'est fait avec les employés. On a informé le CA, puis on l'a fait à ce niveau-là pour rassurer les employés. Les employés se sont sentis écoutés, puis inspirés de ce document-là, là, on a fait une démarche avec le CA qui a pris moins de temps parce que les autres aussi ont d'autres réalités, c'est du bénévolat. Et honnêtement, là, ça fait à peu près 2 fois, je l'ai adapté, mais ça a fonctionné. Ceci dit, oui, il y a des ressources Internet. À la fin, tu vas voir des sites. Puis, il y a des grilles, il faudrait qu'Alice me l'écrive. Il y a des grilles que je me suis servi. On a même créé un outil collaboratif en ligne, entre autres, dans une organisation, parce que quand on est arrivé à un degré de confort dans l'équipe, puis que l'outil s'est développé, là, après ça, ils l'ont partagé avec le CA. Et vraiment, il y a eu une logique de dire, OK, on ne peut peut-être pas se voir en personne, il y a peut-être une autre façon d'amener mon savoir ou mes idées dans un autre contexte, puis pas juste à l'intérieur d'un Zoom. Puis ça s'est développé sur mesure. Donc oui, on pourrait se partager des ressources, mais tu as nommé des choses importantes. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des gens dans ta gang qui ont besoin de savoir où on va. Il y a des gens dans ta gang qui ont besoin de se rappeler pourquoi on est là. Ça, c'est la mission. Puis encore là, ça, on n'y touche pas beaucoup, mais c'est le fun de se le rappeler, même en temps de pandémie, là, parce que des fois, on perd ça. Puis, tu as mentionné les rôles et responsabilités. En temps de crise, j'ai trouvé que c'est comme si le monde en perdait leurs moyens. Moi, j'ai vu des présidentes essayer de jouer le rôle de DG, puis là, le DG qui était un peu choqué parce qu'il dit « Qu'est-ce que tu fais là? » Mais elle le faisait, puis je l'ai vu 3 fois, là. C'était pas d'être malveillant. Le monde qui ont le cœur sur la main puis qui pensent que la DG est surchargée ou le DG est surchargé puis qui veulent juste aider. Mais là, ils traversent une certaine ligne puis ça crée d'autres malaises. Puis là, encore là, il a fallu faire des conversations où est-ce que moi, je n'étais pas dans la conversation. 2 fois, j'ai été dans la conversation, l'autre, je ne l'étais pas, je faisais du coaching à distance et ça a fonctionné. Vraiment trouver une façon de se parler puis de nommer les choses.
je te sens que c'est gros de même. Je te dirais, les Africains, sais-tu ce qu'ils disent, Marie-Danielle? On ne mange jamais un éléphant d'une bouchée. Tu comprends-tu l'allusion? C'est une bouchée à la fois, sinon tu ne pourras jamais le manger. Donc, à quelque part, il faut vraiment essayer de voir c'est quoi qui est prioritaire. S'il faut éteindre des feux, s'il y a l'émergence d'un conflit, moi, je vous dirais qu'il faut le régler, ça. Parce que, ou une tension peut, en temps de pandémie peut se transformer facilement en conflit. Puis un conflit, plus il devient gros, puis qu'on ne peut pas le gérer comme il faut, ben, des fois, il n'y a pas de retour, puis ça finit mal. Mais ceci dit, on va partager des ressources. Assurément. Ça va? Ce que je voulais ajouter aussi, vas-y, Alice. Que j'ai mis dans le chat, mais il y a 10 000 affaires que j'ai envie de dire, là, parce qu'elle a été d'une grande aide. C'est la vice-présidente de mon CA aussi. Hein. Moi, j'ai pris les rênes de l'atelier. Ma première journée de travail, c'était le 2 mars. On a fermé le 13 mars pour la pandémie. Fait que ça a été une prise de poste rock'n'roll. Mais c'est ça. Puis elle a fait beaucoup d'accompagnement. Fait qu'il y a comme beaucoup de trucs, mais ça serait trop long de mettre ici. Mais ce que je disais dans le chat, c'est qu'une idée qui m'habite beaucoup depuis les dernières semaines, les derniers mois, c'est de se faire un cercle de pratique entre DG pour partager toutes justement des situations comme ça, comment tu peux faire pour prévenir ou pour diffuse. En anglais, oui. Genre puis même en solidarité. Exact. En solidarité, des fois, de dire quelque chose, puis quelqu'un à qui tu le partages comprend ce que tu dis. Exact. Je ne veux pas prendre du temps sur ton webinaire, mais je vais réécrire mon courriel ici. Ceux et celles à qui ça tenterait de faire partie de ce genre de cercle-là, vous pouvez m'écrire et on pourra s'organiser ça. Moi, je vous dirais, Alice, c'est vraiment bien, mais je te dirais qu'il faut travailler sur 2 fronts. Puis si on fait un cercle de pratique DG, il pourrait aussi en avoir un cercle de pratique pour les présidents et présidentes. Moi, je fais du coaching aux 2 niveaux, là. Puis vraiment, je vois des gens autant démunis dans le leadership du bénévole qui joue un rôle au sein de son équipe et qui ne voit pas comment reprendre les rênes qu'au sein des directions générales ou des coordinations. Il y a des organisations, c'est des coordinations. Puis oui, ces espaces-là de pratique sont vraiment, vraiment essentiels. Oui, Maya? Il y avait quelqu'un qui avait un témoignage à propos de son travail dans la pandémie. Alors, oui, c'est moi. Oh, oui, c'est quoi son nom? Oui, c'est Sarah. Je vais désactiver ma caméra. Bonjour. Ah, bonjour. Et votre nom? Parce que Sarah. je vois juste guest. Sarah. Allez-y. Ah, désolée, c'est Sarah. Allez-y. En fait, oui, je voulais juste rebondir sur votre question par rapport au rôle de nos organisations par rapport aux autres organismes et institutions, surtout en temps de pandémie. Et je voulais juste partager avec vous une petite, c'est pas une petite, c'est une grande expérience. En fait, moi, je suis une nouvelle arrivante au Canada. On est installé à Toronto. Et durant mon premier emploi, 3 mois, c'était 3 mois avant, 3 mois avant le confinement, moi, j'ai trouvé des difficultés de flexibilité en matière d'horaire de travail. Et le problème, c'est que mon employeur m'a refusé cette flexibilité-là à 2 reprises. Et c'était en fait, ma manager à l'époque me disait qu'il comprend ma situation, mais c'est des questions en fait de top management. En fait, c'est comme s'ils n'ont pas d'instruction à ce sujet. Et moi, la vérité, ça m'a frustrée parce qu'en temps de pandémie, et c'est comme si en fait, ils ne s'intéressaient pas à la santé mentale et aux conditions de travail de leurs employés. En fait, c'est comme si je ne valais rien du tout. C'est comme si je suis facilement remplaçable et tout. Et inversement, j'ai vécu le contraire avec mon deuxième employeur, dans la mesure où à chaque fois que j'ai une réunion virtuelle avec ma directrice et que je me mets en mute, elle me dit comme ça, elle me dit non, vas-y, unmute yourself. Elle me dit non, moi, je ne veux pas que tu sois gênée pendant nos réunions. Si ta fille, elle crie à côté de toi, si elle pleure à côté de toi, elle me dit, moi, je m'en fous. Moi, le plus important pour moi, c'est qu'on travaille ensemble, quelles que soient quelles que soient les conditions de travail. Et elle me dit, si juste en interne, on a des réunions
c'est pas grave, ne te mets pas en mute. Mais c'est parce qu'en fait, je suis chargée du secrétariat juridique des réunions du CA et des comités. Il me dit, si on est en plein comité ou en plein CA, à ce moment-là, tu peux te mettre en mute, c'est pas grave. Donc, en fait, j'ai vu ce paradoxe entre deux organismes qui sont implantés dans le même territoire, dans la même ville, et c'est deux visions différentes, en fait. Et je voulais juste savoir, en fait, c'est quoi le problème avec le premier employeur? Est-ce que c'est le top management ou c'est quoi en fait? Est-ce que j'ai pas compris en fait pourquoi Assurément, Merci beaucoup, merci assurément. pour tout, merci. Merci de l'avoir verbalisé parce qu'à quelque part, ce que tu as vécu, beaucoup de monde le vivent présentement. Puis que ce soit dans les organisations communautaires, puis même dans les entreprises privées ou même au gouvernement, les personnes qui se retrouvent dans les postes de gestion ou de la haute gestion, il y en a qui ont eu des directives. Il y a eu des départements qui se sont donnés des politiques, pas juste des politiques de comment on gère les mesures sanitaires, mais des politiques de comment on gère nos ressources humaines en temps de pandémie. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas eu le privilège de se donner le temps de faire ça. Donc, ils essaient tant bien que mal de le faire. Puis, oui, souvent, la directive vient d'en haut ou il n'y a pas de directive qui vient, puis les gens essaient juste de gérer. Puis, je ne sais pas dans quel contexte tu travaillais, là, tu as mentionné juridique avec un conseil et tout ça, mais En fait, puis il y a non, souvent j'étais en banque. Le premier Ouais, emploi, j'étais en banque et j'étais ouais. dans le département output. Mais après, moi, j'ai senti qu'en fait, qu'il cherchait des humains, mais des humains robots. Parce qu'en fait, Ouais. je devais juste m'exécuter et quelle que soit la condition de travail, en fait. Mhm. Mais tu vois, Sarah, même avant pandémie, j'ai déjà rencontré beaucoup de monde qui ont travaillé dans des institutions financières ou dans des contextes d'entreprise comme ça. Puis ils me disaient, on est tellement poussé à produire, à atteindre des livrables, à avoir des résultats. Puis si ce n'est pas à ton niveau, c'est le gestionnaire au-dessus de toi. Donc, des fois, ça crée des filtres où est-ce qu'on veut être à l'écoute de nos employés, mais on ne peut pas se le permettre. Puis ça, c'est du monde, comme Daniel, sa question tout à l'heure, qui n'ont pas pris le temps de dire qu'est-ce qu'on fait maintenant pour ajuster nos pratiques. Donc, à ton niveau, si la structure ne veut pas changer ses pratiques, qu'est-ce que tu as fait? Tu es parti parce que tu voyais qu'il n'y avait pas d'avenue. Puis, il y en a des structures qui n'ont pas changé leurs pratiques. Dans le milieu communautaire, moi, ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant, c'est que beaucoup de monde, des directions générales, des membres de CA, des employés, comme aujourd'hui, vont à des webinaires, ils cherchent des réponses à des questions. Ils veulent apprendre à comment faire les choses. Puis ça revient aux bonnes pratiques de base de développement communautaire, c'est de créer les espaces pour se parler, redéfinir comment on a le goût de travailler ensemble, ce que tes gestionnaires n'ont pas fait avec son équipe. Ils auraient pu faire une réunion puis dire, bon, ben maintenant, avez-vous des idées de comment on pourrait travailler autrement, puis voici moi ce que je vous propose, puis de s'entendre sur un plan de match. Dans le milieu communautaire, j'ai vu beaucoup d'organisations faire ça, puis il y en a d'autres qui n'ont pas eu le temps de le faire, mais parce qu'il y avait déjà la broue dans le toupette, puis il y a des bailleurs de fonds qui ont mis de la pression, puis il y en a d'autres qui ont dit, on vous donne le temps de respirer puis d'organiser votre travail. Il y en a beaucoup. Moi, je n'ai pas entendu encore, puis je ne peux pas dire tout le monde, mais j'ai vu beaucoup de bailleurs de fonds qui ont même dit, on ne rappellera pas l'argent qu'on vous a donné. On va juste vous donner plus de temps pour bien faire votre projet. Pour encore là, ils savent que toi, tu dois, tu sais, la gestionnaire, la direction générale doivent gérer son équipe. Puis une des choses qui est importante, c'est comme exemple, comme tu l'as mentionné, c'est de trouver des espaces pour le verbaliser, le dire à voix haute. Ça fait du bien, n'est-ce pas, Sarah? Un peu? Oui. Et après ça, c'est de créer des espaces ou de l'appui pour aller te soutenir. Puis dans l'organisation où est-ce que tu te retrouves présentement, c'est peut-être de le proposer à une réunion d'équipe, de prendre 15-20 minutes pour amener des sujets, que les employés puissent suggérer des sujets. Puis des fois, ça sera peut-être comment on organise nos réunions de travail, comment on organise notre semaine de travail, comment on peut bouger certaines choses autour pour qu'on reconnaisse que les employés ont différentes réalités. Oui, Alice? Merci, Ethel. Ben, je voulais remercier aussi Sarah de sa prise de parole. Puis, tu sais, souligner que là, on est en train de probablement prendre un peu de temps sur ta présentation, Ethel, mais je pense que, tu sais, on s'est parlé un peu en privé, puis ça fait partie aussi des espaces qu'on ouvre en ce moment. On est en pandémie. C'est important quand on en a des espaces de parole, de laisser la parole s'exprimer, puis donc, c'est ça. Mais merci aux personnes qui ont partagé leurs expériences, puis merci à tout le monde d'avoir la patience de discuter de ça et pas vouloir se dépêcher à passer à travers la matière, qui de toute façon vous sera envoyée par courriel après. Puis par rapport à ça, un petit commentaire, tu sais, moi comme
je gère un OBNL. On ne fait pas de service de première ligne. Donc, tu sais, c'est sûr que c'est important ce qu'on fait, puis c'est important parce qu'on a des employés aussi qui dépendent de nous pour leur emploi, puis pour leur salaire, puis tout ça, mais moi, je trouve important de me rappeler depuis le début de la pandémie, puis sur lequel j'ai eu un alignement parfait avec mon conseil d'administration, puis je n'ai pas eu à me battre pour ça, c'est de se rappeler régulièrement, OK, là, on se sent toutes pressées comme des citrons, mais c'est quoi la priorité? C'est de rester en santé, puis de prendre les mesures que chacun juge nécessaires pour rester en sécurité, en santé, puis de ramener ça régulièrement pour faire descendre la pression et dans l'équipe et dans le CA parce qu'on ne sait pas ce que les gens vivent à la maison, on n'a aucune idée. Puis là, ben, c'est ça, c'est une pandémie. Puis, tu sais, moi, comme leader, je trouve ça très rassurant de me dire ça parce que tu ne veux pas être la personne, quand la pandémie va être passée, qui va avoir priorisé le fait de boucler ses dossiers rapidement, puis de produire, puis de produire, puis de produire. Tu vas vouloir être la personne qui a laissé les gens vivre les choses au rythme qu'ils avaient besoin de les vivre. C'est mon commentaire. Merci. Je voulais dire merci Alice, merci les personnes qui ont intervenu. Puis oui, il est 1h02, donc je pense que je ne passerai pas à travers la présentation, j'en avais pour 45 minutes, mais vous allez pouvoir la voir, mais il y a des ressources que vous pourriez aller voir en ligne. On va vous en partager, mais au-delà des ressources, ce n'est pas juste de se les partager. Moi, je fais partie d'un groupe de pratique qui est même international, où est-ce qu'on a créé des espaces où ce que chaque personne amène son outil et sa ressource. Et parce qu'on en a toutes, hein? Ça peut être un fichier Excel, ça peut être un smart sheet, ça peut être n'importe quoi, mais des outils, des façons d'organiser nos réunions, des trucs pour désamorcer un début de tension. Puis oui, ça peut être l'espace de partage, mais moi, je vous proposerais avant, puis moi, j'aimerais ça en faire partie, Alice aussi, mais c'est qu'on se les partage avant. Moi, je te dirais, si on pouvait créer une filière en ligne où est-ce que les gens se partagent les outils, puis de les rendre accessibles à tous. Moi, je vois des belles pratiques novatrices. En tout cas, j'arrive des fois à des places, oh, wow, vous avez créé ça. Mais ils n'ont même pas le temps de le partager, même pas à leurs membres. Ils gèrent au quotidien. Donc, peut-être si on avait des outils comme ça, puis peut-être que ça va aider les gens à dire, bien, je vais me créer quelque chose adapté à mon contexte. Il y a des sites, par exemple. Le Code canadien du bénévolat, il y a un site avec plein de ressources. Imagine Canada, il y a un site avec plein de ressources. Puis il y a le CSMO au Québec, plein de ressources, vraiment à l'affût. Nous, moi, je travaille dans une région dans l'est de l'Ontario qui s'appelle Stormont, Dundas, Glengarry. Le CSMO avait envoyé un sondage pour aider les organismes à tâter le pouls de leurs membres. Ça partait de leurs membres du CA, les employés, mais aussi les membres, parce qu'il y a des organismes qui ont des membres, comme Alice, tu as des membres. Et je leur ai écrit, j'ai écrit à Odette Trépanier, je dis, garde, au lieu de moi, je n'ai pas le temps de répondre à un autre sondage, est-ce que tu me permets de le prendre et de l'utiliser? Elle m'a dit oui, ça a pris 5 minutes. On l'a pris, on a ajouté des questions qui étaient vraiment propres à la région. On l'a fait, puis là, on a eu les réponses de tous les organismes dans cette région-là. Honnêtement, là, même l'organisme parapluie est mieux outillé pour parler à certains membres sur certaines réalités, puis pour proposer des webinaires. Il y avait toute une série qu'on voulait proposer, puis il y en a au moins la moitié qui ont été discartés après qu'on a vu le sondage. Pourtant, notre série était belle. Mais on s'est dit non, les sujets qu'ils veulent, puis les besoins qu'ils ont, on va se concentrer là-dessus pour vraiment créer ces espaces-là, comme Alice a dit, des espaces où on se rencontre sur un sujet qui nous passionne, mais qu'on va se donner le temps de faire de la place à des propos, puis des échanges, des témoignages comme on a fait présentement. Puis ça marche. Vraiment, là, c'est en train de changer le beat. Puis au lieu encore là de faire venir toujours du monde de l'extérieur, ce qu'on a fait dans 2 organisations, on a fait appel au monde. L'équipe de travail, les bénévoles sur le CA, puis les gens qui gravitent autour de l'organisation pour dire, écoutez, on aimerait ça, il y a des besoins de formation, d'information, d'espace. Qui a le goût de proposer un sujet? Qui a le goût d'animer un sujet? Je ne sais pas, on l'a fait avec notre intuition et je peux vous dire que ça a mobilisé les gens autrement, ça les a amenés à la tâche, ça les a valorisés. On réussissait une pierre 15 coups, là, ça les a valorisés et là, tout d'un coup, au lieu d'avoir une programmation qui vient de plein d'experts d'un peu partout, ça va être du monde de la place qui va parler à du monde de la place, puis tout d'un coup, on va découvrir les talents, les compétences que je vous parlais tout à l'heure. Et honnêtement, c'est lancé ces affaires-là et ça fonctionne. Et un peu comme Alice a dit, c'est qu'on se crée des espaces sur des sujets qui nous intéressent, sur des problématiques qu'on veut trouver des solutions, mais on se donne le temps
d'avoir une bonne conversation pour désamorcer certaines choses et apprendre les uns des autres. Imagine, c'est le fun, Alice. On a donné 10 minutes de webinaire. Les gens disent bon webinaire, très pertinent, très dynamique. Merci beaucoup. Oui, valoriser les forces et les outils. Catherine, elle mentionne ça, c'est capital. Puis juste autour de la table, quand on a regardé notre profil, autour de la table, c'est une méchante grosse table, hein, notre table est virtuelle. Quand on a regardé le profil au tout début, imaginez si on s'était donné 30 minutes pour dire, OK, là, chaque personne va nommer son meilleur outil, puis on va se donner 10 minutes pour l'expliquer. Et à quelque part, s'enrichir des compétences. Dans la présentation, quand vous allez la recevoir, est-ce qu'il y avait d'autres questions, Maya? Moi, je vais vous dire une chose, c'est par rapport à, il me reste 10 minutes, juste aller des éléments clés. On n'est plus dans l'équation de penser que les bénévoles ont juste un profil. Tu sais, comme le profil des gens qui vont s'embarquer et qui vont vraiment vivre un engagement, peut-être avec beaucoup d'heures ou avec moins d'heures. On se rend compte qu'on ne parle plus de bénévolat, mais des bénévolats. Il va y avoir des gens de plus en plus qui vont vouloir jouer un certain rôle, mais jamais sur un CA, jamais sur un comité qui va avoir 12 réunions pendant l'année, mais qui vont vouloir venir apporter leur rapport par rapport à une problématique précise, par rapport à une question précise. Puis là, en temps de pandémie, ben oui, dans nos communautés, il y a des gens qui ont des expertises, soit au niveau de gestion des ressources humaines ou de gestion de crise ou quoi que ce soit, qui pourraient peut-être être mises à contribution pour venir faire une petite présentation de 20-25 minutes et animer une conversation. Puis on amène, tu sais, on n'amène pas à la table les usual suspects, les gens qu'on est habitués de travailler avec, mais on va chercher au-delà de notre réseau des gens qui ont une contribution à nous amener à ce moment-ci dans ce que l'on vit. Donc, le profil de bénévole intermittent plaît de plus en plus, puis surtout aux professionnels. Ça, vous allez le voir, les grands principes, ce que les bénévoles cherchent. En passant, tout ça a été documenté par ma pratique, mais aussi par des recherches. Mais il y a une façon de gérer les bénévoles, même en temps de pandémie. Puis, à quelque part, je veux vraiment que vous regardiez de plus près ces 5 différentes étapes-là, la planification, le recrutement, la sélection, l'accueil, la formation, le soutien, l'appréciation, la reconnaissance, parce que même en temps de pandémie, l'humain a besoin, comme vous avez fait tout à l'heure, j'ai besoin de sentir que c'est utile ce que je fais. J'ai besoin de temps en temps d'avoir la petite tape sur l'épaule, puis on prend pour acquis qu'on le dit ou qu'on le fait, mais peut-être pas tout le monde qui l'entend. Et puis vous voyez, il y a une grosse bulle puis des petites bulles. C'est-à-dire dans chacune des étapes, il y a une variété d'outils qu'on pourra vous partager pour vraiment peut-être voir ce que vous avez comme ressources, ce que vous n'avez pas. Il y a un plan de gestion de crise que vous pourriez aussi adapter. Ce n'est pas juste gestion de crise si on a des assurances, tout ça, c'est la pandémie nous permet de dire quel genre d'autres questions qu'on doit se poser pour gérer ce que l'on vit présentement, puis gérer peut-être l'après. Il va y avoir l'après, hein? Il va y avoir le mode transition, puis il va y avoir le mode relance. Ce n'est pas juste de gérer ce que l'on fait présentement, c'est qu'il va falloir commencer tranquillement à allumer des petites lumières pour ces phases-là qui vont arriver quand même prochainement. Puis dans la gestion des ressources humaines, encore là, vous allez voir, j'ai repris encore là les 5, 6 grandes étapes. Pour chacune, je vous donne des pistes et des outils dans la présentation. Ceci dit, je veux juste qu'on se rappelle, parce qu'on arrive à la fin, c'est qu'il n'y a pas un profil, il n'y a pas une personne. Je vais aller la chercher la question après la meilleure. On est dans une logique où est-ce qu'il y a encore du monde qui sont nés en 1947, qui sont vivants, puis qui ont le goût de redonner à la communauté. Puis il y a la génération des 1995 et moins, qui font partie de la génération Z, qui ont le goût et ce monde-là, puis tout le monde entre les deux, les générations Y, X, Y, ça a été documenté sur qu'est-ce qui les motive. Donc, quand je vous disais tout à l'heure, il faut au moins qu'il y ait une vision, une mission, des valeurs, des façons de faire. Mais là, il faut même, si on vise un groupe d'âge, entre autres, si on veut impliquer des jeunes, ce n'est pas dans la longueur de l'engagement, ça va être comme dans la gig économie, une tâche très précise, il y a un début puis une fin, il se sent utile, puis ça se peut qu'il passe à autre chose, mais il va se sentir utile quand il le fait avec vous à ce moment-là. Et là, c'est important de regarder ça dans toute cette dynamique-là. Puis oui, Maya? C'est lui a demandé, est-ce que la gestion du personnel est similaire à la gestion des bénévoles? Il y a beaucoup de similitudes. Sylvie, moi, quand je travaille avec une organisation, au lieu de créer 2 documents, on crée une politique des ressources humaines, puis il y aura toute une section sur la gestion des ressources humaines rémunérées.
Puis, il y a une section sur la gestion des ressources humaines bénévoles. Moi, je le mets dans le même document. C'est sûr que les bénévoles, habituellement, la section des ressources humaines rémunérées, ils n'ont peut-être pas le goût de le voir, là, mais au moins leur section. Je le mets ensemble parce que j'aime ça quand les employés savent comment on gère nos bénévoles, parce qu'ils voient la complémentarité dans les rôles et responsabilités. Ils voient aussi quand un bénévole est sur un CA, puis de temps en temps, il est un bénévole dans un projet, comment ça fonctionne, tout ça. Puis les deux partagent le même organigramme. Ce n'est pas deux organigrammes focus sur l'interne puis focus sur... donc, moi, souvent dans les organisations, dans les grandes entreprises, dans les corporations, les gouvernements, souvent on a deux documents distincts, mais dans une organisation communautaire, on peut avoir des mêmes outils. Il y a des outils de recrutement, des outils d'entrevue qui vont être différents, mais il y a un processus qui peut vraiment se ressembler. Puis dans les documents qu'on va vous envoyer en ressources en complémentaire, vous allez voir la différence entre vous le savez tous, un questionnaire d'entrevue pour embaucher quelqu'un, mais peut-être vous allez être surpris de voir c'est quoi un questionnaire d'entrevue si on veut recruter un bénévole. Puis à quel point que ça crée une relation différente avec nos bénévoles. Julie, elle a écrit « Mon opinion, durant la pandémie, les gens sont plus vulnérables. » Et oui, oui. Puis quelque chose qu'on pourrait dire en temps normal qui n'irait pas nourrir une sensibilité, on pourrait le dire, puis il y a des gens qui peuvent s'éclater en sanglots. Puis là, on se pose la question, mais qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Bien, les gens sont vulnérables, les gens sont plus sensibles et très souvent, c'est parce qu'on ne fait pas de place. Puis moi, ce qu'on dit souvent dans les organisations avec lesquelles je suis impliquée comme bénévole, je suis sur le CA ou que je travaille puis je fais du coaching, c'est de se faire de la place pour que les gens se parlent pour vrai, puis qu'on fasse attention, qu'on se donne un genre de modus operandi sur comment on communique. On a tendance à aller, plus on travaille avec la technologie, plus on a tendance à faire des phrases courtes, à écrire avec 4 mots, mais on ne comprend pas que ces 4 ou 5 mots-là peuvent toucher, même des fois attaquer, au lieu de nourrir la personne qui dit « OK, là, j'ai eu une directive, je peux le faire. Es-tu en train de me blâmer parce que je ne l'ai pas fait? » On est vraiment dans ce mode-là de prendre le temps de clarifier puis de se confirmer la façon qu'on va communiquer puis la façon qu'on va travailler ensemble. Nous, dans une organisation, on a commencé à faire le tour de table que les groupes de femmes font tous depuis toujours. Le petit tour de table de comment ça va. C'est simple, c'est bêta, mais le fait de le faire, puis il y en a d'autres qui ne veulent pas le faire, mais qui vont faire, bon, je me sens 8 sur 10, 9 sur 10, 10 sur 10, et tout d'un coup, on a le tour de table et on a vraiment une variété on sait où est-ce que le monde se situe. Oui, Maya? Julie a demandé comment donner envie aux gens de devenir bénévoles en ce moment. Beaucoup ont peur de s'ajouter une chose à leur agenda déjà très chargé, déjà plein de virtuel. C'est sûr qu'il y a des gens que leur agenda est déjà très, très chargé. Moi, je peux vous dire, dans les communautés où est-ce que c'est moi qui m'occupe des communications, je fais beaucoup d'accompagnement à repenser nos messages, puis repenser comment on rejoint les gens. On se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont très isolés, puis je ne parle pas des personnes âgées, là. Je vous parle de certains jeunes qui ne peuvent plus aller à l'école parce que leur école est fermée ou quoi que ce soit. Ce n'est pas partout au Québec, mais il y a d'autres régions que c'est le cas. Ou des personnes qui n'ont pas de chum, ils n'ont pas de blonde, puis se sont retrouvés en pandémie, puis qui ont du temps. Mais souvent, ils ne sont pas dans nos réseaux, puis on fait de la publicité au monde qu'on connaît. Donc, il faut trouver des façons avec les médias sociaux. Puis c'est ça qu'on teste, nous autres. On va carrément sur d'autres sites où est-ce qu'on pense que les autres rejoignent la génération X, Y, Z là, pour aller parler. Puis là, c'est sûr qu'on n'écrit pas nos textes comme nous autres, on les écrivait quand on se parle entre nous. On l'écrit, on regarde comment les autres passent leur message et on adapte notre message pour rejoindre ce monde-là. Puis on a vu vraiment des nouveaux visages. Oui, le monde ne se rencontre pas. Puis oui, on ne fait pas juste des Zooms. On a fait aussi, on a utilisé d'autres techniques. C'est toujours plateforme, par exemple, là, mais il y a des choses vraiment plus dynamiques comme Hopi, puis entre autres, qui se vit présentement avec le grand réseau d'immigration francophone, où est-ce que tu peux choisir de suivre la conférence ou tu peux choisir d'aller dans une salle pour te réseauter parce que tu as trouvé quelqu'un qui a fait un commentaire trippant, tu as le goût de la taguer puis de vous retrouver dans une salle de conférence. Donc, il y a de plus en plus d'espaces innovants qui se créent pour créer une multitude de façons de faire, un peu comme le Menti qui nous permet tout à l'heure d'aller chercher des interactions. Quoi d'autre qu'il y avait comme question, Maya? Puis il est 1h15. Donc, vous allez être surpris et surprise quand vous allez voir la présentation. Quel est cet outil Hopi? Bien, on va vous mettre le lien, Maya, Hopi, H-O-P-P-I. Si on le cherche en ligne, si tu vas aller direct sur la plateforme, sinon moi, je vais aller le chercher, puis on va vous le mettre, c'est sûr. C'est vraiment trippant parce que vous pourriez avoir
un lecteur, un artiste, un auteur qui lirait son texte parce que tu as une scène. Après ça, tu peux créer des petits ateliers. Tu pourrais avoir 2 activités en parallèle. Les gens, s'ils sont tannés dans un atelier, ils peuvent sauter à l'autre. Un peu la dynamique d'un forum. Puis on aime bien les francophones à jouer aux abeilles. Hein. Dans ce temps-là, on n'aime plus ça, ce qui passe là, on va ailleurs. Je sais, j'ai été au forum un matin, j'ai fait 4 salles en dedans de 15 minutes. Donc, c'est un outil très dynamique. C'est Zoom.10.0. Oui, Alice? Je voulais juste dire, parce qu'on parle d'outils, c'est pas ça le sujet principal de la présentation aujourd'hui, mais ça revient parce que c'est ça la gestion d'équipe aussi en ligne. J'ai mis un lien et on a un formulaire pour une liste de personnes intéressées, une liste d'envoi prioritaire pour les personnes intéressées à des formations sur des façons justement d'être ensemble puis de faire des présentations, des événements engageants en ligne. Fait inscrivez-vous si vous voulez avoir accès à ces formations-là. Excellent. Bien, il est 1h15. Vous allez avoir la présentation. Ceci dit, quand vous allez évaluer vos bénévoles, faites surtout pas ça. On va se laisser avec un petit sourire. Mais je vous souhaite bonne lecture, puis on va se créer un espace pour continuer la discussion parce qu'on voit vraiment que 1h15, ce n'était pas pertinent pour un sujet aussi chaud, aussi humain et aussi nécessaire en temps de crise, en temps de pandémie. Puis honnêtement, moi, si je le dis depuis le début, je vais vous le finir encore. Pour moi, les ressources humaines sont les ressources les plus importantes de nos organisations. Puis si on prend pas si on n'apprend pas à prendre soin de nous et de prendre soin de nous collectifs, on n'y arrivera pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ethel. Merci à tout le monde. Bonne journée. Merci.